Bonsoir. Hey, il me semble que ça fait longtemps qu'on sait que je n'étais pas venue vous voir. Une autre entrevue ce soir. Je parlerai pas fort. Mon invité hypersensible. Je parlerai pas fort parce que là, je parle directement dans ses oreilles. Aujourd'hui, ce soir, ça va être dans la joie toujours parce que c'est inspiratrice de joie, mais ça va être dans le calme. Puis elle, en plus, elle est comme si elle était dehors, elle est à son camping, fait qu'elle est à air ouverte. Alors, j'espère que vous allez apprécier ce soir les entrevues de Sophie Inspire par ton histoire. C'est Marilyn Michaud ce soir. J'ai essayé de faire une petite présentation pour la faire venir à notre rencontre et vous la faire découvrir. C'est une femme exceptionnelle. C'est une. Elle a travaillé avec les animaux en premier. Elle se disait que les animaux sont comme. On dirait qu'ils sont comme plus humains, les animaux, que les vrais humains. Alors, le titre Mettre de la vie dans la vie. Puis vous allez voir, je ne sais pas, c'est sûr que peut-être que dans le groupe, cette page-là, vous ne connaissez pas les péripéties de Prout Attitude. Je vais vous mettre le lien pour que vous vous rendez dans mon groupe privé. C'est elle, l'autrice de ces péripéties-là de Prout Attitude, parce que Prout Attitude, vous savez que c'est une nouvelle attitude. Prout Attitude. Alors, j'espère que vous êtes prête à recevoir notre invité. Puis moi, j'ai un petit instrument nouveau que ça fait longtemps que je voulais avoir parce que je dis tout le temps, je fais apparaître avec ma baguette magique. Mais là, j'ai ma baguette magique. Oui, oui, mais là, à l'allumer, regardez, ça allume. Alors, je fais apparaître ma nouvelle invitée ce soir, Marilyn Michaud. Je te fais apparaître. Allô! Allô? Bon, et j'espère que vous allez pouvoir me continuer à me voir parce que c'est sûr que la nuit va s'en venir. Alors peut-être je vais allumer une petite lumière. Voilà. Ça va aller mieux de Ben, même. enchantée, ma belle. Puis je suis contente d'être là avec toi ce soir parce que ce soir, on va parler de toutes sortes d'affaires. On va parler, moi, j'aime aussi parler de prendre soin de sa santé avec la nature, de reconnecter nature et humain. Tu dis, j'ai pris une note là, divin humain. Divinement, oui. Divin humain. Fait que c'est ça, ce soir, c'est ça on va vous parler, pas moi, mais mon invité. Puis, mais avant, là, moi, je suis curieuse parce que les inspirations de Sophie, les entrevues de Sophie, c'est inspire par ton histoire. Mais c'est pas vraiment savoir qu'est-ce qu'elle fait. C'est sûr on est intéressé. Mais tu pars de où, là, Marilyn? La petite Marilyn, là, sans rentrer dans trop les détails parce que c'est sûr qu'il y a des endroits que c'est plus sensible, mais faire comprendre aux gens que des fois, on part de loin pour où on arrive aujourd'hui. Des fois, ça paraît facile, mais tout le chemin qu'on a parcouru pour arriver aujourd'hui sur soit notre X ou soit sur notre vraie mission, mais on a tout ce parcours-là. Alors, c'est à ton tour de nous parler de ton histoire inspirante. D'accord. C'est sûr que, tu sais, il y a des choses aussi que je rentrerai pas dans les détails parce que Non. peut-être que certaines personnes concernées dans ma vie vont écouter cette interview et d'ailleurs, en passant, j'ai pardonné, je ne suis pas fâchée, j'ai des très belles relations avec ces personnes-là et je voudrais pas qu'elles soient blessées par certains de mes ressentis. Donc, parce que je suis quelqu'un d'empathique et de compatissant, alors peut-être c'est ça aussi, j'ai envie de dire, pas mon problème, mais je considère beaucoup l'impact que j'ai sur les autres. Et ça a commencé justement très, très jeune. En fait, quand j'étais jeune, on savait pas ce que j'avais. Et c'est sûr que mes parents sont séparés, j'avais 11 mois.
Mais je sais que les premières années de ma vie, j'avais quand même un bon équilibre. En tout cas, je me sentais quand même dans un bon équilibre, même si mon père avait refait sa vie avec une autre femme. Et à l'âge de 6 ans, d'après ce que je sais, que ma mère m'a dit, on m'a mis sous antidépresseur. C'est très jeune. Tout le monde est très étonné que comment on peut mettre un enfant de 6 ans sous antidépresseur. Il faut dire que j'ai 40 ans, donc il y a 34 ans, la santé mentale, c'était pas peut-être aussi bien géré qu'à l'heure actuelle. Peut-être que maintenant, on ne mettrait pas un enfant de 6 ans sous antidépresseur, mais on trouverait peut-être d'autres alternatives. Je souffrais aussi de dyslexie. Donc, personnellement, je ne m'en rendais pas compte. J'allais chez l'orthophoniste. Mais ce qui a été une lutte pendant très longtemps, ça a été la dépression. Ça a été la dépression. Moi, j'en ai vraiment pris conscience, je pense, vers l'âge de 11 ans. Et à partir de là, surtout de l'âge de 11 à 19 ans, j'ai... Tu te sentais comme ça? Tu avais... à 11 ans, je voulais mourir. Je comprenais pas la vie. Puis je souffrais énormément. Je souffrais énormément. C'était... et puis, j'étais sensible à tout. Puis même avant 11 ans, je me rappelle en primaire, je vous donne un exemple. En primaire, il y a un garçon qui est arrivé en plein milieu de l'année, qui venait de l'Afrique. Et il parlait à personne. Et moi, je rentrais le soir, puis je pleurais chez nous. Puis ma mère, elle me disait, mais voyez, Marie, pourquoi tu pleures? Je dis, mais il y a un petit garçon dans ma classe, il est tout seul, puis ça me fait de la peine. Puis, tu sais, comme... Ah oui, OK. Ah oui, je devais avoir 8-9 ans, là. En fait, mais moi, c'est plus tard, tu sais, que j'ai compris que j'étais hyper empathique. Et du coup, en fait, toute mon enfance et mon adolescence, ça a été des vagues d'émotions et que je pensais que ça m'appartenait. Ah, OK. Et j'étais persuadée que ça m'appartenait. Une partie m'appartenait, mais plus tard, en grandissant, j'ai compris que beaucoup de choses que je ressentais ne m'appartenaient pas et appartenaient aux gens que je côtoyais dans ma vie. Maintenant, je sais faire la différence entre ce que je ressens moi et ce que ressentent les autres. Mais à l'époque, tu sais, je veux dire, à 8 ans, tu fais pas la différence. Là. Donc, à 11 ans, on m'a remis encore sous antidépresseur. Mais en fait, à l'époque, même, on m'a mis sous lithium. Je sais qu'au Québec, je pense que c'est même pas légal. Le lithium? Ouais, je pense que c'est pas légal au Québec. Lithium, bref. Puis, j'ai encore été suivie. Puis, en fait, ça fait que en dents de scie. De 11 à 19 ans, là, j'ai fait que ça. Puis, à 15 ans, j'ai commencé à boire de l'alcool toute seule. Quand j'étais en congé, nous, on n'a pas d'école le mercredi. Donc, je me saoulais pas, mais je prenais 1 ou 2 gorgées de whisky dans le bar. Ou, c'est pas une boisson, ça? Non, c'est ça. Non, c'était... Puis, ben, en grandissant, après ça, ben, il y a eu le H. OK. En France, c'est plus du H que du pot. Puis, donc à 15 ans, encore une fois, de nouveau dépression, pédopsychiatre. J'ai vraiment fait que ça pendant des années, là, des sorties de route, puis des rentrées de route, puis des sorties de route. Puis, j'ai jamais eu de diagnostic. OK. N'arrivais pas à me poser un diagnostic. On a pensé à névrose d'abandon, borderline. Non, il n'y a jamais rien qui a collé vraiment à mon profil. On a même pensé peut-être plus jeune, quand j'étais vraiment très jeune, un syndrome autiste. OK. Donc, mais au final, il n'y a jamais rien eu. Donc, on comprenait, même moi, je me comprenais pas. Puis à 18 ans, ça a été vraiment le gros clash. À 18 ans, là, j'ai touché le fond. Là. J'avais vraiment envie j'avais envie de mourir. Tu voulais quitter. Ah, je supportais plus. Je fumais beaucoup. Je buvais beaucoup. Je manquais l'école.
Pourtant, j'ai toujours été très bonne à l'école, par exemple. Donc ça, c'est un plus. J'ai toujours eu des amis sur qui compter aussi. Pour ce qui est de la famille, c'est sûr que je considère que j'ai vécu de la violence parentale, physique et psychologique. Ce qui n'a pas aidé à la nature, je pense que j'étais déjà à la base, donc hypersensible et hyperempathique. J'aurais eu besoin, je pense que si on détectait très jeune l'hypersensibilité et l'hyperempathie des enfants, on pourrait leur offrir un meilleur cadre de vie. Et maintenant, mes parents, sachez-le, j'ai une relation extraordinaire avec eux autres. Ça a pris du temps pour se parler, pardonner, moi devenir adulte, que chacun prenne Parce que c'est ça, c'est surtout nos parents, dans le temps, c'est sûrement, c'était pas vraiment, il n'y avait pas vraiment d'explication, tu sais. Fait que les parents ne pouvaient pas t'aider dans ce temps-là non plus. Non, puis ils étaient en partie la cause de mon mal-être. OK. Mon père, ouais, comme je te disais, j'ai vécu de la violence parentale, physique et psychologique. Mon père il disparaissait pendant 1 an, 2 ans. À un moment donné, il réapparaissait. Je m'entendais pas très bien avec ma belle-mère. Et puis ma mère a été très dure avec moi. Je rentrerai pas dans les détails. Non, Et elle m'a dit 2 choses que j'ai été très touchée. Et j'ai envie de lancer un message à ceux qui... et là, je vais devenir émue. Sachez qu'il y a toujours espoir que vous créez enfin les relations que vous voulez avec vos parents. Peu importe ce qu'ils vous ont fait. À un moment donné, vous pouvez faire changer les choses, mais il ne faut pas attendre que ça vienne de eux. Moi, je sais qu'il a fallu que je fasse un travail sur moi pour aller vers eux, pour que eux puissent avoir l'espace d'empathie, pour qu'ils puissent prendre responsabilité. wow, c'est beau quand même dans le fond, tu ne remettais pas la responsabilité à tes parents, tu as repris le pouvoir, tu as pris tes responsabilités, puis là, ça a créé une énergie pour que, c'est beau ça. Mais ça m'a pris début trentaine quand même pour arriver à là. Je pense parce que de toute façon, dans la vingtaine, on est tellement préoccupé par d'autres choses. Et ma mère m'a dit, veux-tu savoir pourquoi j'étais aussi dure avec toi? Et je lui ai dit oui, vas-y. Mais on était déjà réconciliés. Et elle m'a dit, parce que quand j'ai vu l'enfant extraordinairement généreux que tu étais quand tu étais petite, elle dit, j'ai eu peur que le monde ambitionne sur toi. Je devais, en tant que mère, te protéger puis t'endurcir. T'endurcir, OK. Et moi, tu sais ce que j'ai entendu? Peut-être que vous l'entendez pas, mais moi, j'ai entendu tout l'amour d'une mère en arrière de ça. Parce qu'en réalité, ce qu'elle voulait, c'était me protéger. Peut-être qu'elle ne l'a pas fait de la bonne manière. C'est peut-être le comment qui n'était pas adéquat. Mais à quelque part, elle l'a fait pour me protéger parce que c'est sûr qu'on est complètement différentes. Elle est très, mon Dieu, elle est forte, c'est un bulldozer, tu sais, je veux dire. Et moi, je suis une hypersensible, puis on a vraiment 2 caractères différents, mais en vieillissant, elle s'est adoucie. Puis, et la deuxième chose qu'elle m'a dit, c'est qu'elle a regardé une émission sur les hypersensibles et elle m'a fait un vocal en me disant qu'elle avait écouté cette émission-là, puis qu'il y avait une mère et une fille dans l'émission qui lui ont fait beaucoup penser à nous. Et elle m'a dit, Marie, je suis désolée de ne pas avoir découvert plus tôt que tu étais hypersensible et de pas t'avoir donné l'environnement dont tu avais besoin pour pouvoir t'épanouir par qui tu étais. Ouais. Hey, c'est beau ça. Mais je pense que ça prend comme tu dis, de reprendre son pouvoir, d'arrêter d'être dans la victime envers ses parents et de comme aussi te dire que tes parents, t'en as que 2 et ils sont uniques et personne ne peut les remplacer vraiment à leur parfum, c'est ça.
Donc, je suis très contente maintenant d'avoir une très belle relation avec ma belle-mère, mon père, ma mère, au point que mon père et ma belle-mère, l'été, viennent passer 2-3 mois ici, au Québec, puisque je suis française. OK, c'est ça, là. Les gens vont dire, es-tu au Québec? Ouais, je suis au Québec. Mais c'est ça, donc après 19 ans, quand j'ai 18-19 ans, quand j'ai touché le fond, je m'automutilais, je voulais mourir, j'errais dans la vie. Honnêtement, j'errais, puis j'écrivais beaucoup à l'époque, puis j'écrivais des choses vraiment difficiles, comme je voudrais juste qu'un camion me percute, ou, OK. ouais. Et puis, quand on touche le fond, il y a 2 options. Soit tu te suicides, soit tu te propulses avec le fond pour remonter à la surface. Et je me suis propulsée, et croyez pas que ça a été facile. Je veux dire, ça s'est pas fait C'est du tout au ça. lendemain. Oh mon Dieu, vous savez, quand vous avez passé votre vie à pas être bien, vous savez même pas ce que c'est d'être bien. Ça fait peur. Sûrement que ça t'a fait, quand tu commençais à avoir une sensation de bien-être, tu sabotais peut-être. Des fois, on sabote parce qu'on est tellement habitué. Ben, Ça tout à n'allait pas bien. fait. Et oui, en effet. Puis, il y a autre chose aussi, que j'ai eu une période, après 2 ans de rémission, j'ai envie de dire, de la dépression, parce que pour moi, la dépression, c'est comme un cancer ou comme l'alcoolisme. Quand tu y as goûté, et malheureusement, je pense que tu peux y replonger facilement, hein. Donc, après, c'est un travail que je vous parlerai par rapport aux saines habitudes de vie, puis Oui. par rapport à la santé mentale. Mais 2 ans plus tard, donc j'avais à peu près 21 ans, je me suis rendu compte que d'être dépressif, ça me manquait. Comme si on m'avait enlevé une partie de moi, parce que j'avais tellement connu que ça dans ma vie. J'étais pratiquement née avec ça, que j'avais l'impression de ne plus être moi-même et qu'il manquait une partie de moi. Puis il y a une partie de moi qui avait envie de retourner en dépression parce que je me sentais pas en vie. C'est comme si, quand j'étais en dépression, parce que je vivais probablement mes émotions fois 10 000, je me sentais plus en vie que pas en dépression. Et puis, j'avais tu as plus de envie de retourner. Oui, Tu veux retourner. j'avais envie d'y retourner, puis j'avais plus de créativité pour mes écritures, alors que là, être heureuse, qui écrit sur le bonheur, tu sais? Attends, je t'ai perdu. C'est ça. Qui écrit sur la joie et le bonheur, à part Sophie? Non, mais tu sais, pour moi, c'était plate, tu vois. C'était comme, ben là, c'est tellement, tu regardes toutes les belles chansons d'amour, ça parle de souffrance, puis de drame. Tellement vrai qu'encore. Donc, après, ça a été, j'ai quand même été à l'université. J'ai quand même été jusqu'à la maîtrise à l'université. Et pendant toute cette période-là, sachez que ça a été tout un travail. C'est comme monter le mont Everest. C'est de découvrir la vie sous un autre angle, c'est de se découvrir nous-mêmes sous un autre angle. J'ai eu des rechutes entre 20 et 30 ans. J'ai eu des rechutes. Pas des dépressions, mais je vous dirais que c'était peut-être plus des burn-out. Les problèmes de consommation de H n'étaient plus là, mais j'ai eu des chutes au niveau de l'alcool pendant plusieurs années. Est-ce que c'est l'environnement qui t'aidait pas? T'étais-tu dans un environnement? Parce que des Mais fois, l'environnement est super important dans notre. Exact, tu as tout à fait raison, Sophie. Puis c'est pour ça que je dis que les saines habitudes de vie, c'est pas juste bien manger, bien dormir, puis bouger. L'environnement, les relations, c'est la base aussi. En fait, c'est quand je suis arrivée ici à 25 ans, je sortais beaucoup. Sûrement parce que je suis quelqu'un de très social, puis je voulais me faire vite des amis, puis me vite un réseau. Je sortais beaucoup dans les bars, puis du coup, je buvais beaucoup. Puis c'est ça. En fait, au début, quand je suis arrivée ici, je sortais du mercredi soir au dimanche soir. Et je me saoulais pratiquement tous les soirs. Puis tu retournais à l'école le lendemain? Non, je travaillais. Ah, tu travaillais?
Et je travaillais, puis j'arrivais à la job, j'étais le lendemain de veille, puis des fois, je dormais 3 heures, des fois, pas du tout. À 25 ans, ton corps est Ouais, il est capable. peut-être capable d'en prendre. C'est ça. Mais après, non. Et en fait, bon, l'alcool a fait que je devenais agressive. Et en fait, ce qui m'a fait arrêter complètement l'alcool, parce que ça fait 9 ans, pratiquement et demi. Ça a fait 9 ans au mois d'avril que j'ai arrêté de boire. Donc, ça fait 9 ans et que j'ai pas touché à Bravo. une goutte d'alcool. Et en fait, c'est parce que la dernière fois, j'ai levé la main sur un de mes amis. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, ça a été comme, pour moi, là, ça a été comme, j'ai pogné ma propre limite. Pour moi, c'est la violence, c'est zéro tolérance. Oui, c'est ça. En avoir vécu, là, c'est zéro tolérance. Puis, Là, donc, c'était toi qui le faisais, là. Là, tu t'es rendu compte, là. T'es arrivé comme, ouf, dans un mur. c'est ça. Donc, il y a 9 ans, j'ai arrêté. Et c'est ça. Puis, euh, il y a 11 ans, sur 2013, ouais, il y a 11 ans. Il y a 11 ans, j'ai rencontré une belle âme qui a été une de mes premières clientes quand j'étais dans le domaine canin, parce que comme tu l'as nommé, Sophie, ma première carrière a été dans le domaine des chiens, parce que pour moi, être avec d'autres êtres humains, c'était comme impossible. Pour moi, tu vois, l'humain, c'était comme il n'est pas rattrapable, on est des parasites pour la planète, il vaut mieux tous nous exterminer. Des fois, j'ai encore ces pensées-là, j'avoue que j'ai encore ces pensées-là. Il y Je a veux bien certaines me personnes. sacrifier. On est en train de bousiller la planète, mais quel animal bousille son propre environnement de vie? Tu vois, pour moi, tu vois, ça a toujours été ça qui m'a rendue malade quand j'étais jeune. Moi, il faut savoir une chose, c'est que je regardais les informations à la télé, là, puis je pleurais. Donc, j'ai jamais regardé les informations, parce que les 2, 3 fois que je l'ai fait, je m'en rendais malade. Donc, je ne regarde pas les informations, je n'écoute pas la radio, je ne regarde pas les nouvelles, parce que ça me rendait malade. Donc, j'ai arrêté de faire ça. Et parce que pour moi, ça fait aucun sens, tu sais. Mais il y a 11 ans, comme je disais, une belle âme est rentrée dans ma vie. Et cette personne-là m'a fait découvrir les saines habitudes de vie, le développement personnel. Et à partir de là, j'ai vraiment pris un tournant dans ma vie. C'est sûr que moi, en passant, j'ai fait un bac en psycho. Je le nomme quand même. J'ai fait OK? un bac en psycho, puis j'ai une maîtrise en éthologie, qui est l'étude du comportement. Mais parce que je voulais faire éthologie animale et non pas humaine. Et à 14 ans, je lisais déjà Freud, et à 18 ans, je lisais le Dalai Lama. Donc, j'avais déjà une OK. prédisposition. Je voulais comprendre vraiment comment l'être humain fonctionnait. Et en 2013, c'est ça, il y a vraiment eu un chiffre dans ma vie. J'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, au développement personnel, aux saines habitudes de vie. J'ai été prendre des enseignements bouddhistes. Et puis après, ça a été crescendo. Ça a été crescendo. J'ai fait plein de cours de développement personnel. Ma spiritualité c'est amplifié, c'est ouverte. Des lectures. Et puis je suis devenue végétarienne la même année que j'ai arrêté de boire. Et je l'ai pas fait exprès. La viande m'a dégoûtée du jour au lendemain. Ça a même pas été un choix. Donc, et j'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'alimentation, à toutes sortes de choses. Et en fait, au final, je suis passée de coach canin à coach holistique pour humains. Et le coaching holistique, en fait, ça veut dire qu'il prend dans l'entièreté. Donc, quand je coach quelqu'un, je le coach autant au niveau émotionnel, physique, mental Santé globale, ça, tout ça, ça englobe. Ça et la touche. spiritualité aussi. Ça Ouais. englobe ça. Donc, c'est ce qui m'a amené à ma nouvelle carrière. Et j'en Mais mange et j'en... avant de continuer, je suis curieuse, avant de continuer, avec tout ce chemin-là, elle est rendue où ton hypersensibilité? Est-ce qu'elle t'empêche autant de vivre ou tu cohabites mieux avec? Ben, avant que je te dise ça, c'est vrai que j'ai oublié le chapitre de mon stress post-traumatique. Ouais, OK. Alors, en 2019, j'ai été attaquée par un chien. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le domaine dans lequel je travaillais. Oh, boy, OK. Mais aussi, ça faisait un moment que je pensais quitter le domaine. Et j'ai l'impression que la vie a fait comme, bon, ben, tu te bouges pas, ben, regarde, qu'est-ce qu'on va faire?
Et du coup, j'ai eu un stress post-traumatique dû à ça. 4 mois plus tard, je suis retournée au travail, je me suis fait mordre la main par un chien. Ben voyons donc! Et à partir de là, j'ai enchaîné 1 an et demi de violence conjugale plus 1 an de violence post-séparation. Donc, ça fait pas si longtemps que ça. Moi, je suis quelqu'un qui croit que tant que tu n'as pas compris quelque chose, la vie va t'amener des contextes et des relations pour que tu apprennes quelque chose. Il faut que vous écoutez ça, parce que c'est pas juste moi puis toi là, qui dit ça, là. C'est le karma, c'est fou. Oui. Tu comprends pas une première fois. Et d'ailleurs, je sais pas s'il y a des femmes ici qui m'écoutent qui ont connu de la violence conjugale puis qui ont tendance à retourner puis qui se demandent pourquoi elles retombent toujours sur des hommes qui leur font de la violence conjugale. Ben, c'est parce que je vous annonce que malheureusement, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore saisi pour vous-même. Et moi, je commence à peine à le saisir. Donc, je veux dire, je suis pas mieux qu'une autre. Hein, je suis pas en train de vous faire la morale. Et je sais à quel point c'est difficile en passant. Je me suis quand même retrouvée la tête ouverte le jour de la journée de la femme. Excusez, continue. Ce qui est très symbolique de se retrouver la tête ouverte le jour de la journée de la femme. Là. Mais c'est sûr que c'est parce que vous avez encore quelque chose à comprendre. Et souvent, c'est l'amour de soi. L'amour de soi parce que on a tendance à être des sauveuses, des sauveurs, parce qu'il y a aussi des hommes qui vivent de la violence conjugale. Et c'est ce manque d'amour de soi, je crois, qui nous amène dans des relations toxiques. Et l'autre n'est pas forcément quelqu'un de... oui, il existe vraiment des personnes qui sont pervers narcissiques, là, on va pas se mentir, mais parfois, c'est juste une dynamique. C'est juste une dynamique. C'est des blessures qui se confrontent, puis des traumatismes qui se confrontent. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Mais du coup... Donc, ça fait pas si longtemps que je me suis sortie de ça, mais on est en 2024. Donc, la violence post-séparation a duré jusqu'en 2021. Donc, ça fait pas si longtemps. Alors maintenant, pour répondre à ta question, comment je deal avec si je deal mieux avec mon hypersensibilité, ben oui, mon hypersensibilité est encore là. Elle sera toujours là parce que... C'est ta force, c'est ça, ça devient une force. Oui, et parce que c'est mon cerveau. Il faut que vous compreniez une chose, c'est que les hypersensibles et les hyperempathiques ont un cerveau qui est différent. OK. C'est biologique, c'est différent au niveau des neurones, miroirs, au niveau des messages nerveux. On a un cerveau différent, c'est comme les TDAH, c'est comme les autistes. Okay. Et on ne peut rien changer à ça. Et il n'y a aucune... Et oui, vous pourriez prendre des pilules qui vont vous assommer, puis comment je pourrais dire ça, vous déstabiliser de ce que s'endormir, ouais, c'est ça. Oui, moi aussi, hein, en passant, j'ai passé par là. J'ai passé par les antidépresseurs, j'ai passé par les anxiolytiques, et je ne vais pas vous mentir que parfois, ça m'arrive encore de me dire, ouf, là, c'est trop tough pour moi, mais de reconnaître que c'est trop tough pour moi. C'est déjà, avoue que c'est dès au lieu de contracter puis de dire non, je veux pas ça, je veux pas vivre ça, je veux pas vivre ça, mais quand tu l'accueilles. C'est ça. Puis d'accueillir que c'est pas parce que tu prends de la médication que tu es folle. Non. Parce que des fois, c'est un outil. Tout à fait. Et malgré le fait que je fais encore du développement personnel, je suis spirituelle, je préfère tout ce qui est naturel, les suppléments, ben il y a des fois, je suis comme, non, j'ai plus envie d'avoir d'ego parce que mon bien-être et ma paix, ça n'a pas de prix. Mon ego, tant pis pour lui. Parce qu'il y en a des personnes qui me disent, ah, mais là, tu devrais pas prendre des médications, ça baisse ta fréquence. Oui, je le sais. Je suis au courant que ça baisse ma fréquence. Mais là, en ce moment, là, si je veux fonctionner dans ma vie, j'ai besoin de ça. Des fois, je le reprends juste quelques semaines, quelques mois. Okay. Et puis, tu sais. Juste pour rééquilibrer, puis toi, tu peux continuer à travailler sur toi. Parce que prendre la médication, si on l'utilise comme un outil, c'est qu'après, comment je te dirais ça, comme si on se mettait un bras dans le plâtre, on laisse le bras se reposer. C'est une bonne image. Exactement. Mais je continue quand même.
Exactement, puis tu en auras de moins en moins besoin. Puis Ben oui. peut-être qu'un jour, tu n'en auras plus besoin du tout. Puis c'est parfait. Puis même si tu en avais besoin pour toute ta vie, je veux dire, le bien-être puis la paix intérieure, là, ça n'a pas de prix. Là. Ça n'a pas de prix, ça. Mais Non. par contre, il ne faut pas croire que la médication, c'est miraculeux. Ça ne fait pas tout. Et c'est là où les saines habitudes de vie embarquent. Voilà, C'est-à-dire hey, c'est qu'il beau. faut vous offrir un environnement sain, des relations saines, une alimentation saine, un rythme de vie sain, mais qui vous correspond aussi parce que sain pour moi ne veut pas dire sain pour... Ben, oui, il y a une base quand même, mais chacun a des besoins différents. Et je crois que le seul moyen de le savoir, c'est d'apprendre à se connaître. D'apprendre à se connaître et de s'accueillir et de s'accepter tel qu'on est dans ses propres limites. D'arrêter d'avoir cet ego de vouloir être « Ah non, je veux être plus forte, je veux être plus productive, je veux être plus... » Je suis hypersensible, je suis hyper empathique, j'ai un stress post-traumatique, j'ai eu des traumatismes. J'ai été longtemps là-dedans, dans cet ego, de vouloir me mettre des coups de pied au cul, de me dire non, tu vas te lever pareil, tu vas marcher pas. Oui, c'est sûr qu'il faut pas non plus s'apitoyer sur son sort. C'est pour ça que je dis non plus, là. Faut pas trop s'écouter non plus dans l'autre sens. Mais il y a un équilibre à avoir. Il y a un équilibre à avoir. Puis je crois aussi que ça se fait beaucoup en prévention. Plus on apprend à se connaître et plus on s'offre un rythme de vie qui nous correspond. C'est-à-dire un équilibre entre le repos dont on a besoin pour se guérir, pour justement se régénérer, se ressourcer et être productif dans la vie pour faire les choses parce qu'on a tous des rêves, on a tous des projets, puis il faut en avoir parce que je pense que ça maintient en vie aussi. Je crois que d'avoir des bonnes relations puis avoir des projets, c'est ce qui nous tient en vie. C'est le feu qui nous anime. Donc, Wow. c'est ça. Donc, ça, c'est ma vie avec la santé mentale qui a commencé très jeune. Et j'irais peut-être pas jusqu'à dire que je suis fière de ça. Parce que c'est sûr que si j'avais pu ne pas en passer par là, je l'aurais fait. On n'en va pas. Oui, Mais c'est sûr. Mais on peut dire, mais c'est je sais que j'accepte. les gens vont dire, moi, mais on peut pas être en gratitude de ça. Oui, Oui. oui, on peut. Oui, parce que après, ça dépend aussi. Bon, c'est sûr que moi, en ayant développé ma spiritualité, maintenant, pour moi, je suis claire que j'ai choisi de vivre ces expériences-là, puis parce qu'il y a toujours un cadeau. Il y a toujours... Quand il vous arrive quelque chose que vous considérez comme négatif, si vous vous dites « je sais qu'il y a le cadeau en arrière », il y a le cadeau en arrière, c'est sûr. Vous n'allez pas le voir maintenant. Peut-être dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques années, mais il est là, ce cadeau. C'est garanti qu'il est là, ce cadeau. Vous vous dites, si vous venez de vous séparer, vous vous dites peut-être que c'est la pire chose que vous ayez vécue, puis vous souffrez, puis vous avez de la peine, mais peut-être que c'est parce que dans 2 ans, il y a la relation idéale qui va se présenter à vous. Puis si vous étiez encore dans votre relation, vous étiez pas bien, vous auriez passé probablement à côté de cette relation-là. Donc, il y a toujours une raison pour lesquelles les choses arrivent. Et d'être dans l'archétype de la victime, que moi j'appelle l'archétype de la victime, c'est de continuer à attirer ça. C'est comme si vous manifestiez de continuer. Parce que tant que vous ne l'aurez pas compris, vous allez continuer à attirer ça. Et une des choses à comprendre, c'est de sortir justement de l'archétype de la victime et d'arriver dans l'archétype de la guerrière ou du guerrier et d'être responsable qu'on a créé notre vie. Et peut-être qu'il y en a que je suis pas en train de dire que parce que des fois les gens disent ouais mais là je me suis fait violer. Ben oui, je comprends donc que t'as pas couru après ça puis que c'est pas t'as pas créé. C'est ça. Hein, on va pas. Mais par contre, la seule personne qui est responsable de son cheminement de guérison par rapport à ça, c'est nous-mêmes. C'est ça. Souvent, on entend, on est 100% responsable de ce qu'on va faire. Exactement. On a vécu quelque chose. Tantôt, tu as dit, tu avais 2 choix. Je retournais dans la dépression où j'ai décidé de rebondir. Il y a toujours
Il y a comme toujours. On a le choix, en fait. On a toujours le choix. Et je ne suis pas en train de vous dire que ça devrait prendre tant de temps après un viol. Non, Non, c'est non. pas ça que je dis. Chacun avance à son rythme. Et ça, c'est important aussi de vous respecter. Moi, je trouve que c'est parce que moi, je ne l'ai pas assez fait. Quand j'ai eu mon stress post-traumatique, je me tapais sur la tête. J'étais chez nous, ça faisait pas longtemps que ça venait d'arriver. Puis je me rappelle, je disais à ma mère, mais je comprends pas, mais ça devrait pas m'atteindre comme ça, c'est beau, il m'a pas arraché une jambe, le chien. Et je me sentais coupable et je me tapais sur la tête. Puis ma mère me disait, mais Marine, tu te rends pas compte. Puis pourtant, j'ai fait psycho. Je sais qu'un stress post-traumatique, ça peut arriver pour ce qu'on pourrait considérer un détail ou une niaiserie. Je me suis quand même fait attaquer par un chien. Je veux dire, il m'a coincé dans un coin, il m'a attaqué à multiples reprises et j'étais toute seule. Mais j'ai arrêté d'être trop dure envers moi-même. J'ai arrêté de me juger. J'ai arrêté, et ça, c'est une des choses aussi pour sortir de l'archétype de la victime. Parce que être un bourreau pour soi-même, c'est pas mieux. C'est pas mieux que d'être victime. C'est bon ça, OK. C'est pas mieux d'être dans la victime que de se taper du scratch. De se flageller, c'est ça. Je devrais guérir plus vite, je devrais retourner au travail plus vite. C'est comme... non, je veux dire, on a tous notre rythme. Et donc, je crois qu'en fait, la clé, c'est vraiment l'accueil. C'est l'acceptation puis l'accueil. Puis pour moi, l'accueil et l'acceptation, c'est deux choses différentes. L'acceptation se fait au niveau mental et l'accueil se fait au niveau du cœur. J'aime ça, cet exemple-là. C'est beau. Et parfois, on l'a guéri mentalement, mais on ne l'a pas guéri corporellement ou énergétiquement ou émotionnellement. Parce qu'on a plusieurs corps. Donc, la guérison, là, c'est tous ces corps-là qu'il faut guérir. C'est pour ça que j'adore le coaching holistique, parce qu'on vient travailler toutes ces sphères-là. C'est tout ça qu'il faut guérir. Donc, ça prend du temps, c'est un processus. Soyez empathique envers vous-même, ayez de la compassion envers vous-même, c'est la clé. Puis même, et je vous mens pas que j'ai 40 ans et malgré tout ce que j'ai vécu et tout ce que et il y en a qui ont vécu pire que moi, puis qui se sont encore mieux sortis que moi et je leur lève mon chapeau. Et on n'a pas à se comparer en passant. On n'a pas à se dire j'ai vécu pire, donc je peux prendre plus mon temps, ou elle a vécu pire que moi, puis elle a guéri plus. Non, ça marche pas de même. Ce serait trop facile. Mais c'est ça, j'ai entendu quelqu'un dire il y en a des pires que moi. Ouais, fine. Il y a peut-être des pires que toi. La souffrance, elle est réelle. Elle t'appartient. C'est pas parce que c'est sûr qu'on peut se soulager à dire qu'il y en a des pires que nous autres. Mais c'est comme si, moi, quand j'entends ça, moi, qu'est-ce que ça résonne en moi, c'est comme tu vaut pas la peine de prendre soin. Ça vaut pas la peine de prendre soin de soi parce qu'il y en a des pires. Fait que, arrête de te plaindre, arrête de chialer, arrête de te plaindre, il y en a des pires que toi. Puis ça fait que tu t'occupes pas de toi, tu t'occupes pas de cette souffrance. Parce qu'elle est là, ta souffrance, elle existe vraiment, elle t'appartient avec ce que tu as vécu, les traumatismes, puis tout le tralala, là. Puis si tu t'en occupes pas maintenant, je te garantis que ça va revenir en 10 fois pire. Ben oui, comme on disait au début, si tu comprends pas, Exactement, c'est exactement ça. Puis tu sais, je parlais que soit tu es dans la victime, soit tu es dans le bourreau, mais là, tu viens de nommer quelqu'un qui banalise. Moi aussi, j'ai été aussi là-dedans. J'étais dans la victime, j'étais dans le bourreau, j'ai banalisé aussi ce que j'ai vécu. Donc, on fait tout ça. C'est ça, c'est pas... non, c'est humain. On fait tout ça et en fait, la vérité, c'est que l'apprentissage, c'est ça. L'apprentissage, c'est l'accueil, l'acceptation, l'empathie, puis la compassion, l'amour de soi. C'est ça l'apprentissage qu'on a à faire dans notre vie. Puis bien sûr, envers les autres. Mais souvent, je dirais que les personnes hypersensibles l'ont envers les autres très naturellement et ont beaucoup de mal à l'avoir envers elles-mêmes. C'est-tu drôle, pareil, hein, d'être comme ça, d'être empathique tellement vers les autres, puis
puis nous autres, s'oublier. Écoute, ça, par contre, tu vois, je vais être honnête avec toi, j'en parlais avec un de mes amis, justement, très récemment, puis on essaye encore de comprendre pourquoi on a tendance à tout donner et sans que forcément, d'abord, en passant, personne ne nous demande rien en général. Non, c'est viscéral. Ça, c'est viscéral. On se donne, surtout dans une relation de couple. On va tout donner, notre temps, notre énergie, mais l'autre nous a rien demandé, puis on va délaisser nos propres projets, notre propre bien-être, puis je pense qu'il y a une forme de dépendance affective là-dedans. C'est sûr qu'on on arrive presque à la fin. C'est sûr qu'on n'arriverait pas à trouver. Moi, j'ai juste j'ai goût de dire mon opinion à moi par rapport à ça. Et si ça peut être l'opinion de quelqu'un d'autre, puis il n'y a pas de bonne et de mauvaise, mais je pense que c'est sûr, on parle de l'amour de soi, mais si on sait ce qu'on vaut, il y a une question de. C'est les piliers, l'amour de soi, puis qu'est-ce qu'on vaut? Notre valeur, ouais. Notre valeur. Qu'est-ce qu'on vaut? Puis à quel prix? Tu sais, on a parlé de paix intérieure. À quel prix? Ça n'enlèvera pas qu'on va être empathique envers l'autre, parce que c'est comme tu dis, c'est viscéral, puis c'est neurologique, c'est comme ça l'empathique. Puis, mais je pense que il y a quelque chose à aller travailler côté. Ah oui. L'amour de soi, c'est toujours ça. Hein. C'est toujours. L'amour de soi, puis ce qu'on vaut. Notre valeur, on sait qu'on vaut, on est capable, on vaut ça, mais tu sais, c'est aussi, je rajouterais aussi savoir mettre des limites, des choses, d'établir certaines limites sans enlever qu'on est empathique, mais il y a quelqu'un qui écrit. En fait, j'ai découvert. Et voilà, c'est la peur de perdre la. C'est super parce que j'allais dire, moi, cette année, j'ai découvert une chose, c'est que je laissais passer trop de choses par peur de perdre l'autre. Mais du moment où on le saisit, que c'est ça, là, puis là, j'amène la distinction entre le savoir et le saisir. Le savoir, là, ça fait aucune différence. Tu sais, il y a plein de choses qu'on sait, OK? Mais de le saisir vraiment, tu sais, comme une prise de conscience qui te saisit dans toutes tes cellules de ton corps, puis tu fais comme Eureka! What? OK, c'est ça! Mais là, cette année, moi, c'est ça que j'ai saisi. J'ai dit, j'ai peur de perdre la personne, j'ai peur qu'elle soit plus dans ma vie. Mais du moment où j'ai saisi ça, j'ai commencé à mettre mes limites. Ou bien tu as peur de perdre ta job, ou bien tu as peur de perdre l'endroit où tu habites, ou bien tu as peur de perdre tes privilèges, peu importe quoi. La peur de perdre. Pas juste l'amour, la peur de perdre tout court. Et c'est ça. On a peur de perdre. Mais en relation, on a peur de perdre parce qu'on a peur de ne pas retrouver. Puis pourtant, des fois, on est dans des relations toxiques, mais on a peur. Mais on a peur de rester seul. Oui, l'être humain, il a peur de la solitude. Et c'est humain aussi. Et je crois qu'en fait, c'est pour ça, je veux dire, pour moi, on est là pour notre âme cesse et notre tête qui analyse et qui laisse place à notre ego. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Manon. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On mentalise beaucoup trop. Et si on nous apprenait enfant à justement à suivre notre cœur, puis qu'on avait une société qui nous permettait ça aussi. Mais bon, là, on rentre dans un autre débat. Tu sais, Sophie, que j'aime. On pourrait aller... là, je ne sais pas si on peut annoncer ça, mais on est en train de vous concocter quelque chose. Pour le mois d'août. Le cercle de partage Inspire ta vie. Ça va être vraiment des sujets comme ça qu'on va aborder. On ne sait pas comment qu'on va l'aborder, mais on peut-tu l'annoncer? On l'annonce-tu? On l'annonce-tu? Vas-y, annonce-le. On l'annonce. On a dans la tête le 8 août à 19h. Ça va être une fois par mois. Puis ça va être des sujets comme ça.
on va vous faire un cercle de partage. Là, on ne sait pas si on va faire comme des lives comme ça, puis que les gens vont se joindre à nous autres, ou mais on fait ça. On fait ça, un cercle de partage pour vraiment d'échanger sur plusieurs sujets et de prendre soin de soi, ça part dans toutes les directions. C'est prendre, tu sais, inspire ta vie, là. Ça va être, c'est ça, c'est vraiment les saines habitudes, on va en parler, mais il va y avoir plein de sujets. Hein? Tu es d'accord? Hein? Oui, puis moi je dis, tu sais, j'avais parlé dans le format où justement on invite justement peut-être 2, 3, même 3, 4 personnes qui dans ta communauté qui nous suivent. Vous n'avez pas besoin d'être des professionnels en santé mentale. Vous n'avez pas, je veux dire, c'est un cercle pour partager, puis brainstormer, puis parler de choses et d'autres, bien sûr en lien avec la santé mentale. Là. Mais tu sais, c'est briser l'isolement. Oui. Des fois, on est chacun de notre côté, puis on vit avec ça. Puis moi, je suis inspiratrice de joie, puis accompagnatrice de propulsion. Mais je crois sincèrement on peut s'amuser quand même, malgré la souffrance, malgré. Fait que c'est pour ça, les sujets, là, ça va être vraiment. Puis, ben, je vais l'annoncer dans. Là, on l'a fait, l'annoncement. Mais si vous avez des sujets en particulier que vous voulez qu'on parle. D'ailleurs, Sophie, c'est vrai que tu parles de, parce que là, je vous ai conté mon parcours, là, mais qui je suis maintenant depuis plusieurs années. Les gens qui n'ont pas connu ces années noires de moi, quand je leur compte, on dit, oh Marie, on dirait jamais que tu as vécu ça parce que c'est ça. Dans la vie, là, je suis quelqu'un de enthousiasme, j'ai énormément d'énergie, je suis pleine de créativité. C'est vraiment, je suis quelqu'un de très solaire. Et malgré tout ce que j'ai vécu, donc, oui, c'est possible d'être en joie, d'être heureuse. Alors, je vous dis pas que non, je suis pas comme ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ah, vous voulez savoir la vérité? La vérité, c'est que il y a 2 minutes avant. Je suis en train de brailler ma vie parce que je suis en prémenstruelle puis que j'avais envie de pleurer puis j'ai pleuré puis quand je me suis ramassée sur l'écran avec Sophie, j'avais les traces rouges de mes larmes. Et puis, c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Je veux dire, pleurer, c'est pas mal. Il faut les vivre, ces émotions, parce que si vous les gardez en dedans, ça fait de la maladie. Ça fait des cancers, ça fait du diabète, ça fait toutes sortes d'affaires. Fait que là, on arrive à la fin. Là, tu te fais un petit résumé ou un petit conseil ou qu'est-ce que tu. Par où. Mettons, là, je te pose la question, là. Moi, là, il y a quelqu'un qui écoute, là, puis qui trouve ça bien, bien, bien intéressant, mais par où commencer? Non, je veux dire, moi, j'ai commencé par l'alimentation. Ça a été mon chemin, l'alimentation et la spiritualité. Mais je crois qu'en fait, l'essentiel, c'est de commencer doucement à mettre des choses en place qui vont vous faire du bien. Quand je l'ai dit, ma question, là, je me suis répondu dans le moi. On ne vous donnera pas d'outils. C'est sûr que c'est le fun d'avoir des outils moi j'appelle le sac à dos de bonheur, mais qu'est-ce que tu viens de dire, c'est de commencer tranquillement. Puis premièrement, de voir c'est quoi vous aimez. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous fait du bien? En premier, là, c'est ça. Moi, que je pense que je dirais. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Puis, essayez pas de mettre toutes sortes de choses en place en dedans d'un mois parce que vous allez trouver ça dur. On fait beaucoup ça. Puis, vous allez abandonner vite. Donc, un pas à la fois, une chose à la fois. Puis, peut-être vous pouvez commencer par un domaine de votre vie à la fois aussi pendant les 3 prochains mois. En tout cas, je pense que si vous avez besoin, que ce soit Sophie ou moi, on œuvre dans le même sens. On n'a pas forcément les mêmes outils puis le même accompagnement, mais on œuvre dans le même sens. Donc, si vous avez besoin d'être accompagné ou d'être aidé, ben Sophie et moi, on est là pour vous aussi. Là. C'est ça. Puis avec ce qu'on veut créer, cet espace-là, un cercle de partage,
avec des sujets, sur la santé mentale, sur l'hypersensibilité, les saines habitudes alimentaires, les saines habitudes. Tu sais, on parlait tantôt, on va terminer avec ça, mais on parlait de l'environnement. Pensez-y avec qui vous vous tenez. C'est tellement, c'est sûr qu'il y a certaines, comme nos parents des fois, mais des fois, il faut prendre des décisions pour soi-même. Même si c'est de sang, c'est de penser avec qui vous vous tenez. Il y a un bon pourcentage de votre bien-être. Oui, ça c'est vrai. Allez, je te remercie beaucoup. Mais c'est moi qui te remercie. Quelle belle soirée. J'ai déjà hâte. J'ai déjà hâte. C'est vraiment... moi, je crois à l'union, de s'unir. Moi, toute seule, on va plus vite des fois. Mais ensemble, quand on s'unit, moi, j'aime me dire, on va plus haut. Alors, cette union-là qui va se faire entre moi et toi, ben c'est d'utiliser notre force, la force tranquille, la force de joie, la force l'hypersensibilité, la force... quand on est deux personnes, je trouve que... je ne sais pas comment dire ça, comment ça peut... Mais je crois que la communauté en général, tu sais, c'est... Moi, je vis en co-living en ce moment. Puis tantôt, quand je pleurais, là, j'avais une qui me prenait dans ses bras, puis l'autre qui faisait des respirations avec moi. Puis je veux dire, merci à ces deux femmes-là de m'avoir accompagnée dans ce que j'avais à dégager tantôt. Donc, je crois que on parlait d'un outil, il faut pas rester seul. Il faut pas s'entourer, il faut s'entourer de bonnes personnes, mais il faut pas rester seul. Le pouvoir de la communauté, ouais. c'est comme inimaginable. Oui, je pense qu'on va rester comme ça avec ça. C'est vraiment être entouré de bonnes personnes, la communauté, la garde rapprochée. Tu choisis la garde rapprochée, tu choisis 2, 3 personnes. Puis quand tu files comme ça, là, tu les appelles, tu as besoin. Puis tu n'as même pas besoin de t'expliquer parce que c'est toi qui les as choisis par rapport à leur force d'écoute. C'est ça, ils ne seront jamais dans le jugement, ces gens-là. Non. Ils vont être dans l'accueil. C'est ça. Fait que moi, je pense que c'est ça. Trouvez votre garde rapprochée. Oh, j'adore. J'aime ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis, merci à toi. Surveillez, là, moi, je suis dans les inspirations de Sophie, mais dans le groupe, c'est Inspire ta joie et élimine ton chemin. C'est un groupe privé. Il faut que vous vous inscrivez. Je pourrais mettre le lien. Et c'est dans ce groupe-là, parce que c'est un groupe privé. J'aurais pu pourrais le faire à offline, mais je veux vraiment créer que c'est dans ce groupe-là. C'est créer la belle communauté vraiment unique et inspirant. C'est ça. Vous n'êtes pas seul. Pardon? J'ai dit, vous n'êtes pas seul. Non, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Alors, je te laisse pas partir. Je te fais juste disparaître. Reste là, on se passe un petit peu. Je te fais disparaître avec ma petite... Vas-y. Ah, c'est là, c'est le top. Une autre belle soirée. Écoute, hein? Moi, quand je finis les entrevues, là, je suis tellement énergisée. Puis j'en avais besoin. Parce que mon énergie a baissé parce que j'étais en souffrance, mais là, je suis énergisée. Je me sens moins seule. Puis j'espère que vous vous sentez moins seule. Hein? On parle de ça, de la communauté.
si vous êtes seul, mais vous n'êtes plus seul parce que là, vous me connaissez. Vous connaissez Sophie, puis vous connaissez Marilyn. Donc, vous pouvez plus dire que c'est plus une défaite. Vous êtes plus victime de la solitude. On est là, puis on va vous créer quelque chose vraiment unique et énergie, inspirant pour vous donner. Quand on a parlé de rythme, c'est pour vous donner des outils à mettre dans votre sac à dos de bonheur que je dis. C'est pour justement qu'on touche à tout. Comme si on faisait une belle recette, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, si ça va être un pain, ou ça va être une tarte, ou ça va être une pizza. Ça c'est vous autres, vous allez décider c'est quoi vous voulez. Nous autres, on va vous donner plein de garnitures, puis vous allez faire ce que vous voulez avec. Hein? On peut dire ça comme ça. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. C'est votre vie. C'est vous qui prenez responsabilité de votre vie rêvée. Alors, suivez-moi encore les inspirations de Sophie. Lundi prochain à 19h30, il y aura un autre invité qui va nous parler de son histoire inspirante. Je vous souhaite une excellente soirée. Et, je dis souvent, si Dieu le veut, on se revoit. Bye bye.